Kurapika et Kulolo sont deux personnages qui nous ont toujours été présentés comme des ennemis jurés. Il semble donc impossible d'envisager une alliance entre eux. Mais si je vous disais pourtant que tout ce qui nous a été montré dans la guerre de succession jusqu'à maintenant était fait pour présager l'inverse. Si je vous disais qu'en analysant les deux personnages du début à la fin, on se rend compte que leur alliance est inévitable et que leurs destins se croiseront tragiquement. Installez-vous bien car cette vidéo sera une dissection précise de Kurapika et de Kulolo qui vous emmènera dans les coulisses du génie d'Hunter x Hunter et qui changera totalement votre vision du passé, du présent et du futur des deux personnages victimes du même destin tragique. Salut à tous, c'est Yolix, j'espère que vous allez bien car il est temps d'aborder l'avenir de Kurapika et de Kulolo, ainsi que leur alliance possible en analysant leur écriture et les indices que l'auteur nous a laissés dans son manga. C'est parti. Dès leur plus jeune âge, Kurapika et Kulolo avaient des personnalités très similaires. C'étaient des enfants intelligents qui affichaient tous les deux un désir de quitter leur village pour voyager à travers le monde. Kulolo en jouant des rôles théâtraux et en découvrant le monde avec Uvojin et la troupe, et Kurapika lui voulait voyager en dehors de la forêt de Luxo à cause d'un livre que lui a donné Sheila, la fille mystérieuse qui semble être la clé liée aux deux personnages. Les deux enfants ont grandi dans des paysages opposés, la décharge de toute l'humanité pour l'un et un petit village luxueux pour l'autre. Mais malgré cette différence, Kulolo a réussi à protéger sa maison alors que Kurapika a tout perdu. L'étoile filante et Luxo étaient deux lieux contrôlés par des anciens qui se concentraient sur la protection de leurs terres en interdisant la découverte du monde extérieur via de l'autopréservation, et c'est cette nature passive et préservative qui a initié les moments déterminants de l'enfance de Kulolo et de Kurapika. Ces moments déterminants sont eux-mêmes étonnamment similaires. Kulolo et Kurapika ont chacun perdu un ami qui leur était cher avec la même méthode de décapitation. Sarasa a été retrouvée démembrée, sa tête placée à l'intérieur d'un sac de poubelle, littéralement accroché en exposition, symbolisant donc la vision que le monde avait de l'étoile filante, celle d'un simple déchet. Pyro était également considéré comme un déchet en raison de ses yeux blessés, et sa tête placée au-dessus du trône de Tseridō Nii est utilisée à des fins artistiques. Il en est de même pour Sarasa qui a été filmé lors de sa mort. Cet art, entre guillemets, a créé les natures communes de Kulolo et de Kurapika, ainsi que leur tendance à porter toute la faute sur eux-mêmes, leur culpabilité provenant du fait de ne pas avoir été là pour protéger leurs proches. En effet, Kurapika a quitté Luxo pour explorer au moment du massacre, tandis que Kulolo a été incapable d'arrêter la mort de Sarasa. Cette culpabilité de Kulolo a aussi été mise en lumière après son combat avec Hisoka, lorsqu'il n'a pas pu protéger Charnalk et Korutopi, lui qui les avait lui-même dépossédés de leur pouvoir. Les deux membres de la troupe ont donc été décapités et exposés, tout comme Sarasa, et la haine de Kulolo pour Hisoka vient de ce fait. Et au final, ni Kulolo ni Kurapika n'ont fait ce que leur ami défunt voulait d'eux. Kulolo s'est opposé à la volonté de Sarasa pour imposer la peur et protéger l'étoile filante, et Kurapika lors de son voyage s'oppose à la volonté de Pyro qui voulait que l'aventure de son ami soit amusante. On peut donc se demander si en revoyant la tête de son ami, Kurapika va-t-il sombrer encore plus comme Kulolo, ou va-t-il se souvenir de la volonté de Pyro pour l'accomplir, à l'inverse du chef de la troupe. La différence entre Kurapika et Kulolo est ici. Là où le choix de Kulolo a été définitif et qu'il s'est totalement plongé dans les ténèbres, Kurapika peut encore résister au train de vie de Kulolo en s'accrochant à sa promesse faite à Pyro, à ses amis et aux personnes qu'il doit protéger. Mais revenons un peu sur le chef de la troupe. La différence entre la réaction de Kulolo à la mort d'Uvojin et de Pakunoda, tué par Kurapika, et celle qu'il a eue pour les meurtres de Charnalk et Korutopi, éliminés par Hisoka, et que le chef a parfaitement compris les motivations de Kurapika comme il le dit pendant l'arc Yorkshin. Uvojin et plus tard Pakunoda ont choisi de mourir des mains de Kurapika, contrairement à Charnalk et Korutopi qui n'avaient aucune défense. Et là où Kurapika a respecté la mort d'Uvojin en l'enterrant et celle de Pakunoda en lui laissant le choix, Hisoka, lui, a exposé les cadavres de ses victimes, rappelant la mort de Sarasa à la brigade. Et c'est pour cela que la haine du chef tend beaucoup plus vers Hisoka que vers Kurapika. Kulolo a vu que Kurapika ressemblait à ce qu'il était par le passé avec sa volonté de vengeance, alors qu'Hisoka, lui, ressemble à ce qu'il a détesté lorsque tout a commencé. Donc malgré son chagrin, Kulolo n'a pas poursuivi Kurapika, et Machi a même dit qu'il aurait pu envisager de faire de Kurapika un membre de la brigade, ce qui est important à souligner étant donné que les intuitions de Maki sont connues pour être généralement correctes. Mais pour revenir sur les ressemblances entre Kulolo et Kurapika, tous les deux ont été dès l'enfance ostracisés par la société. Les résidents de l'étoile filante étaient traités comme des déchets, tandis que les membres du clan Kuruta étaient vus comme des diables aux yeux rouges, et ils étaient discriminés pour cette raison. Le mode de vie intense de Kulolo et Kurapika, ou plutôt leur manque de raison de vivre, est reconnu par Senritsu, qui affirme que leur battement de cœur montre que ces deux personnages sont tous les deux prêts à se sacrifier. Mais maintenant
Maintenant, dans la guerre de succession, les rôles de Kurapika et Kulolo se sont inversés. Kulolo est actuellement en quête de vengeance contre Hisoka parce qu'il a tué Charnalk et Korotopi en son absence, tout comme Kurapika qui était auparavant en quête pour tuer la brigade fantôme qui avait massacré son clan en son absence. A l'inverse, Kurapika cherche actuellement à reprendre les yeux de son clan et il a choisi de protéger les autres plutôt que de se venger. Tout comme Kulolo l'avait fait auparavant lorsqu'il avait choisi de protéger l'étoile filante avant de se venger de Sarasa après sa mort. Les méthodes avec lesquelles ils agissent sont également très similaires. Les deux se résignent au péché qu'ils commettront pour leur cause et ils tombent ainsi dans les bas-fonds de la criminalité autour de mafieux et de psychopathes. Pendant l'arc Yorkshin, Kulolo et Kurapika portaient également des masques trompeurs pour manipuler le néon et atteindre leurs objectifs. Le chef de la brigade entend comme charmant pour voler sa capacité de nen et Kurapika en s'infiltrant en tant que garde du corps pour récupérer les yeux de son clan. Kurapika déclare également avoir utilisé le dark web et la mafia pour traquer les trafiquants des yeux écarlates et il nous est ensuite révélé que c'est exactement ce que Kulolo a créé pour trouver les cassettes des tueurs de Sarasa, organisant lui-même le réseau qui a probablement servi à la quête de Kurapika. Les deux personnages ont également tous deux été élus dans leur rôle de leader. Et oui, Uvojin a élu Kulolo comme le chef de la troupe avec l'accord de tous, et la famille Nostrad a sûrement élu Kurapika comme chef de la mafia après les incidents mystérieux liés à Néon. Ce parallèle continue même avec le nouveau rôle de Kurapika lorsqu'il a pris la position de Pariston en tant que rat du Zodiac. Il y a 12 membres du Zodiac, tout comme il y avait 12 membres de la troupe, et avec Kurapika qui a été nommé à son poste par la recommandation de Léolio, cela fait le parallèle à Kulolo qui a été choisi comme chef par Uvojin et la brigade fantôme. Et une autre grande différence entre les deux personnages est que Kulolo n'hésite pas à commettre des meurtres. Kurapika, lui, s'en abstient au mieux. Les amis de Kurapika l'ont constamment dissuadé de recourir au meurtre, contrairement à la brigade qui a suivi le plan de Kulolo et qui a aussi commis des meurtres à ses côtés. Narrativement, il est aussi important que les deux membres de la brigade fantôme que Kurapika a tués soient ceux qui étaient au centre du flashback de la brigade et qui se sont révélés être les plus proches de Kulolo durant son enfance. Cela va rajouter du poids à leurs interactions futures, car oui, je pense bien que Kulolo et Kurapika vont se recroiser sur le Black Whale, puisque toutes ces similitudes ne mèneront pas à rien. Dernièrement, les deux personnages ont aussi l'air de se ressembler dans leurs croyances, et oui, Kulolo a dit à Néon qu'il croyait en quelque chose après la mort, et c'est pour cela qu'il a semé le chaos pour honorer Uvo. De l'autre côté, le fait que Kurapika collecte les yeux de son clan montre qu'il pense aussi que c'est important de s'occuper de l'esprit des morts, tout comme Kulolo. Mais bref, laissez-moi accentuer le parallèle entre les deux personnages en abordant leur capacité de nen avant de théoriser sur leur prochaine rencontre. Kurapika a conçu son Hatsu pour arrêter la brigade fantôme, mais en réalité, comme son maître l'a dit, en faisant ça, il n'a fait que s'enchaîner lui-même à sa quête de vengeance. Chain Jail, la capacité que Kurapika ne peut utiliser que contre la troupe, peut être vue comme une métaphore de la relation entre Kurapika et la brigade. Cette chaîne est quasiment incassable, mais elle ne peut être utilisée que sur les araignées. C'est à la fois l'arme ultime contre la brigade et quelque chose qui limite les options de Kurapika, ce qui pourrait finir par le tuer. Cette chaîne est le reflet exact de son objectif de vengeance envers la brigade, qui est tout aussi destructeur pour les deux parties. Lorsque Kurapika a appris la mort de la brigade fantôme, sa réaction a été un vide indescriptible. Et cela est arrivé parce qu'il avait fait de sa vengeance l'une de ses raisons de vivre. Bien que cet objectif soit bien plus destructeur que son but actuel, maintenant que Kurapika est proche de réunir tous les yeux de son clan, le même vide ressurgit. C'est parce qu'en fin de compte, ce n'était pas l'objectif de Kurapika en lui-même qui était destructeur pour lui, mais la mentalité avec laquelle il l'a abordé. C'est l'acharnement de Kurapika à se consacrer à ses camarades morts et à refuser d'aller de l'avant par lui-même qui le tue à petit feu. Kurapika n'a pas encore commencé son propre voyage, mais il ne peut pas l'envisager pour l'instant. Cela contraste directement avec l'ancien Kurapika, qui était lui impatient d'explorer le monde et qui avait même fait la promesse de profiter du voyage à Pyro. Pour cette raison, je pense que dans la continuité de leur parallèle, Kurapika qui n'est pas encore complètement perdu comme Kulolo va réussir à se relever en abordant le futur par le prisme du 14e prince, un nouveau-né. Le fait de profiter du voyage est l'un des thèmes principaux du manga, et donc par sa survie et l'accomplissement de la promesse de Pyro, Kurapika sera l'un des principaux exemples de cette morale. En revenant sur les chaînes, le sens de justice de Kurapika se matérialise par sa chaîne du jugement, mais ironiquement, comme Izuvani l'avait prédit, Kurapika s'est bel et bien enchaîné et jugé lui-même pour ne pas perdre sa haine envers la troupe à laquelle il s'est lié à jamais. Finalement, la dernière chaîne de Kurapika qui nous a été introduite est le parfait exemple de la manière dont il est tombé dans la criminalité, en se rapprochant encore plus de Kulolo. En effet, la chaîne voleuse Stilt Dolphin a des caractéristiques très similaires aux naines de Kulolo, mais les différences
différence entre les deux Hatsu montre le vrai contraste entre Kurapika et Kulolo, et ce contraste va probablement mener à la perte de l'un d'entre eux. Le pouvoir de Kurapika lui permet d'utiliser la capacité d'une autre personne pour une fois, après quoi ce Hatsu est rendu à son propriétaire. Il s'agit d'un vol, mais qui est finalement annulé par le fait que la chose volée soit rendue. Ceci est cohérent avec la mentalité de Kurapika, car celui-ci a décidé d'entrer dans le monde criminel sans pour autant renoncer complètement à sa morale. De plus, l'interaction de Kurapika avec la victime est limitée au strict minimum. Il n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le pouvoir qu'il vole, car son dauphin lui raconte tous les détails par la suite. Et alors que les pouvoirs volés par Kulolo gardent un lien avec le créateur original car ils sont influencés par la mort ou la vie de la personne, la nouvelle chaîne de Kurapika n'a rien à voir avec le destin de la victime. Ainsi, la capacité de Kurapika lui permet de voler plus facilement, car il n'est pas nécessaire qu'il apprenne à connaître et à comprendre le pouvoir comme le fait Kulolo. Mais la façon dont il peut utiliser le pouvoir volé est bien moins efficace que celle de Kulolo. Cependant, la chaîne de Kurapika a la possibilité de permettre à une autre personne d'utiliser les pouvoirs, alors que le livre de Kulolo est réservé à lui seul. Et ces différences sont très intéressantes. Kulolo s'intéresse intellectuellement aux autres et il aime interagir avec eux ainsi que les étudier. Cependant, il ne se soucie pas vraiment des personnes qui ne font pas partie de son petit cercle et il ne s'attache pas à ses cibles. A l'inverse, par la création de sa chaîne, Kurapika essaye au mieux de ne pas interagir avec les gens et de garder ses distances. Il s'est d'ailleurs toujours détaché de ses amis et il pense qu'il n'a nulle part où aller. Le fait qu'il ait créé une bête de naine pour l'aider est un signe qui montre qu'il essaye de réduire ses relations avec les autres autant qu'il le peut. Cependant, à l'inverse de Kulolo, il finit toujours par s'attacher aux autres, et bien qu'il refuse de demander de l'aide s'il peut l'éviter, il accepte toujours de prendre sur lui une série de responsabilités liées aux personnes auxquelles il s'attache, et c'est ça qui l'empêche d'atteindre son objectif. Au final, il se met plus en danger pour sauver ces gens-là plutôt que pour réaliser sa mission. On voit cela plusieurs fois, déjà avec l'échange d'otages à Yorkshin, et par son utilisation d'Emperor Time qui réduit son temps de vie pour protéger Oito et Wobble. Kulolo et Kurapika finissent donc par interagir avec le monde de manière opposée. Le chef de la troupe s'intéresse aux autres mais il ne se soucie pas d'eux et il ne s'y attache pas. Son pouvoir en est le reflet, il vise à le rendre individuellement plus fort en utilisant les autres. D'un autre côté, Kurapika essaye de paraître froid mais il finit toujours par s'impliquer émotionnellement avec les gens qu'il rencontre, ce qui fait que sa volonté de ne pas laisser ces personnes s'impliquer dans ses problèmes pour éviter de perdre d'autres amis, comme par le passé, l'a conduit à créer un pouvoir qui lui permet de se battre seul, mais au prix de règles extrêmement strictes qui sont dangereuses pour lui-même. Les deux approches de ces personnages ont chacune des points faibles. La quête de Kulolo lui a fait perdre deux amis qui avaient accepté de lui prêter leur force, tandis que Kurapika, en essayant de tout faire tout seul, a fini par perdre le contrôle de la situation en sacrifiant énormément de son temps de vie. Et finalement, comme Bonolenov le dit bien, Kulolo s'enferme dans un cercle vicieux qui l'engouffre de plus en plus dans les abysses, à un point où sa propre mort en deviendra anodine tant que l'araignée perdure. Kurapika, lui, est sur une route plus lumineuse car il s'éloigne des funérailles et de la vengeance pour se concentrer sur la protection du futur. Mais malgré ça, à l'instar de Kulolo, Kurapika n'a pas peur de la mort, comme le montre sa capacité qui lui draine du temps de vie, mais ses paroles aussi le montrent, comme il le dit dans l'une de ses citations les plus fameuses. En analysant les liens entre Kurapika et Kulolo, on se rend compte que Kulolo est ce que Kurapika serait devenu s'il continuait sur la voie obscure. La différence est, comme je l'ai déjà dit, que Kurapika n'est pas encore perdu. Kulolo, quant à lui, a perdu toute son identité avec sa mission, au point de se détacher de l'humanité et de n'agir comme un acteur de théâtre, dans un rôle sombre qui n'est pas le sien. Mais à quoi sont destinées toutes ces ressemblances et oppositions entre les deux personnages qui ne se sont croisés qu'une seule fois à Yorkshin? Eh bien, il est possible que Togashi emprunte la voie où Kurapika verra les conséquences de s'éloigner de ses alliés à travers Kulolo, ce qui renforcerait son conflit central qui est de choisir de vivre pour les vivants ou de vivre pour les morts. Si quelqu'un comme Kulolo, que Kurapika avait précédemment décrit comme un monstre, peut comprendre l'importance des liens et garder ses proches, alors qu'est-ce que cela signifierait pour Kurapika qui lui s'éloigne de plus en plus de ceux-ci? Tout cela se rattache également à ce qui a été mis en place à Yorkshin, lorsque Senritsu a observé le trouble intérieur de Kurapika quand il acceptait lentement la réalité que la brigade fantôme n'était pas des meurtriers sans cœur comme il le pensait. Les mots de Kulolo disant que les liens sont faits pour être rompus et non oubliés sont le cœur de leur perspective. Et je pense que les interactions futures entre les deux personnages apporteront plus de lumière sur tout cela. Kurapika déteste et détestera toujours la troupe, mais il est possible que Togashi s'apprête à lui faire comprendre
comprendre, sans pour autant pardonner, l'homme sous le masque d'un monstre qu'est Kulolo. Une personne qui était en réalité très similaire à Kurapika comme nous l'avons vu. Cela ajouterait une couche supplémentaire au conflit interne de Kurapika, et le fait que le protagoniste comprenne Kulolo ne signifie pas qu'il devrait pardonner automatiquement, mais en supposant qu'il y ait plus de raisons derrière le massacre des Kuruta à cause de la note que la troupe a laissée derrière. Même avec tout cela, ça ne signifie pas non plus qu'ils sont pardonnables pour leurs crimes. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo complète sur tous les détails de ce massacre mystérieux. Mais pour reprendre, ce qui pourrait lier Kurapika et Kulolo dans cet arc est que Tseridō Nii, le quatrième prince de Kakin, est l'incarnation de tout ce qui a poussé Kulolo et Kurapika à emprunter les voies qu'ils ont choisies. Puisque le public cible des crimes comme ceux qui ont mené à la mort de Sarasa et Paero est constitué de personnes comme Tseridō Nii qui voient le meurtre comme de l'art. La note laissée lors du massacre des Kuruta contient la devise de l'étoile filante, ce qui laisse penser qu'il y a plus de choses qui se cachent derrière le massacre, et l'empire de Kakin y est peut-être lié. Les deux guerres qui se forment actuellement dans le Blackway sont les conflits mafieux avec la brigade fantôme dans les étages inférieurs, et la guerre de succession avec Kurapika au premier étage. Kulolo et Kurapika ne sont pas les priorités actuelles de l'un et de l'autre, l'un chasse Hisoka, tandis que l'autre protège un prince. Ils ne sont pas non plus les antagonistes de l'un et de l'autre, Kulolo a Hisoka et Kurapika a le quatrième prince. Mais penchons-nous maintenant sur les raisons et la manière dont cette possible alliance de circonstances va se créer. À Yorkshin, Kurapika n'a pas pu accomplir son but d'éliminer le chef de l'araignée à cause des circonstances qui l'empêchaient de le faire. Il l'a donc libéré sous certaines conditions pour pouvoir sauver Gon et Killua. Mais on sait maintenant que la guerre de succession est un miroir accentué de l'arc de Yorkshin. La brigade et Kurapika ont plus de temps d'action, le dernier possesseur des yeux écarlates est plus puissant que les autres, et la mafia est beaucoup plus mise en avant. On peut donc imaginer, toujours en prenant en compte les parallèles entre Kulolo et Kurapika et entre Yorkshin et la guerre de succession, que les deux personnages sont voués à se revoir dans des circonstances encore plus extrêmes que précédemment. Ce qui expliquerait donc leur alliance, car c'est vrai que les deux personnages se détestent et je ne pense pas qu'ils voudront faire une alliance à part s'ils se retrouvent chacun dans une impasse. Et c'est vers cette éventualité que Togashi se dirige selon moi. Cela se justifie par tout ce que j'ai dit auparavant, mais en plus de cela, les objectifs des deux personnages coïncident exactement. Kurapika vient d'apprendre que l'on ne peut pas échapper à la guerre de succession à cause d'un naine mystérieux, et parallèlement, Kulolo cherche à voler les trésors de Kakin, dont l'objet divin qui veille sur la guerre de succession, et qui est probablement l'artefact qui maintient le naine qui empêche les princes de s'échapper de celle-ci. Ça fait donc un objectif commun pour Kurapika et Kulolo. Une autre raison qui pourrait justifier leur alliance serait que Tseridō Nii possède les derniers œufs du clan Kuruta et qu'il aime aussi l'art mortuaire, comme ceux qui ont tué Sarasa. L'ancien clan Ei dont Tseridō Nii est le bénéficiaire pourrait être lié et aux yeux du clan Kuruta et à la mort de Sarasa, ce qui pourrait aussi expliquer une alliance entre les deux ennemis pour vaincre le quatrième prince qui serait devenu trop fort. On sait tous que Kurapika est voué à affronter le quatrième prince, mais plusieurs détails montrent que Kulolo pourrait aussi se battre contre Tseridō Nii, comme j'en parle dans cette vidéo. Finalement, je pense quand même que Kurapika acceptera l'alliance pour sauver le 14e prince, tout comme il avait accepté d'épargner Kulolo pour sauver Gon et Killua. Je ne pense pas que ce pacte va renforcer leur relation ou faire qu'ils vont se battre ensemble, je pense plutôt qu'ils feront une alliance de circonstances sous plusieurs conditions dangereuses à briser. Le dernier argument de cette théorie est que Kurapika et Kulolo ont tous les deux obtenu un pouvoir qui va façonner cette alliance dans les derniers chapitres. Et oui, dans le chapitre 406, Kulolo a utilisé l'une de ses capacités volées, Love Dial 6700. En traduisant le texte de ce Hatsu qui est dans le langage Hunter, on apprend que c'est un téléphone portable matérialisé pour trouver le partenaire idéal. En précisant des critères, on obtient un numéro à appeler pour recevoir des instructions sur la location de la cible. Et pendant que Kulolo utilise ce téléphone, on apprend que son objectif est de voler les trésors de Kakin avant d'affronter Hisoka pour améliorer son Hatsu Skill Hunter. Il serait donc logique que Kulolo cherche l'allié parfait pour son vol avec les conditions de ce téléphone. Et cet allié serait donc Kurapika, comme le suggère leur dynamique et le fait que les deux personnages soient dans une impasse dont la seule solution serait de voler les trésors de Kakin en empêchant le déroulement de la guerre de succession. Ce choix de l'allié pourrait être justifié par le nom de la capacité qui est le téléphone répugnant, car cette alliance entre deux personnes qui se détestent semble bel et bien répugnante. Du côté de Kurapika, il pourra bientôt avoir la capacité parfaite pour organiser une alliance restreinte avec Kulolo, un pacte qui éliminerait toute tentative de traîtrise d'un côté ou de l'autre. En effet, Longi, la fille de Beyond, souhaite prêter son pouvoir à Kurapika comme récompense pour leur collaboration, et ce pouvoir permet de signer des contrats qui peuvent mener à des récompenses lorsque le pacte est respecté, et à des conséquences lorsqu'il ne l'est pas. Si Kurapika coopère avec Longi en respectant leur contrat, il pourra bénéficier de son pouvoir pour signer un pacte de son choix. Mais dans le cas où Kurapika accepte le pacte de Longi sans le respecter, il sera en Zetsu forcé pendant une semaine, ce qui serait très dangereux car tous les utilisateurs de Nen sont vulnérables lorsqu'ils n'y ont
ont pas accès. Mais bref, vous voyez sûrement où je veux en venir. Si Kurapika a le pouvoir de signer un contrat imposant des conditions et des conséquences, il pourrait le signer avec Kulolo pour s'assurer d'une alliance stable et sans trahison. Cela ferait le parallèle à l'arc Yorkshin où Kurapika a imposé des conditions à la survie de Kulolo. Cette fois-ci, à l'aide de leurs deux nouvelles capacités, Kulolo pourra trouver son allié parfait Kurapika, qui lui imposera de nouveau des conditions pour que leur alliance de circonstances marche. Cela permettra à Kurapika de se sortir de son impasse pour sauver les princes inférieurs et possiblement vaincre le quatrième prince, et ça permettra à Kulolo de localiser et voler les trésors de Kakin, qui lui serviront pour améliorer son Hatsu et tuer Hisoka. L'intuition de Machi serait donc révélée comme un foreshadowing de cette alliance entre les deux personnages, et un autre foreshadowing un peu plus léger serait le tome 33, qui a prédit les capacités de Kurapika dans cet arc. Je l'ai déjà un peu abordé dans une vidéo précédente, mais avec les nouveaux chapitres, on comprend encore mieux cette couverture. Le dauphin représente Stilt Dolphin, la capacité de Kurapika introduite dans le tome 35, et on apprend maintenant que la lune derrière représente l'acte au clair de lune, qui est le Hatsu de Longi dont Kurapika héritera probablement. Le protagoniste pourra donc utiliser ces différentes relations avec les princes pour localiser les trésors de Kakin que Kulolo volera. Mais derrière cette alliance, quel est le destin que Togashi a prévu pour ces deux personnages? Eh bien selon moi, Kurapika va survivre en retrouvant son humanité et sa raison de vivre grâce à sa relation avec le 14e prince, qui va lui rappeler l'importance du futur. J'ai déjà parlé de la survie de Kurapika selon son symbolisme, mais je pourrais dédier une vidéo entière à son destin par le futur, donc n'oubliez vraiment pas de vous abonner avec la cloche pour voir tout cela. Pour Kulolo, je pense malheureusement que son développement sera inverse à celui de Kurapika. La poursuite de son objectif va continuer à causer la mort de ses proches comme avec Charnalk et Kurotopi, en opposition à Kurapika qui a entravé la poursuite de ses objectifs pour sauver ses proches, à savoir Gon, Killua, Oito et Wobble. Kulolo va donc continuer à sombrer dans le désespoir jusqu'à ce qu'il ait tout perdu, comme Kurapika après le massacre de son clan. Mais pendant ce temps, Kurapika lui va retrouver ce qu'il avait perdu, c'est-à-dire une famille grâce à la protection de ses nouveaux proches. Voilà mon avis pour ce qui adviendra du destin de ces deux personnages incroyables. C'est donc la fin de la vidéo, je vous laisse me dire ce que vous pensez de l'alliance et du destin de Kurapika et Kulolo dans les commentaires. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, partagez-la avec des personnes susceptibles de l'aimer aussi. Et pour finir, abonnez-vous avec la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut à tous!